Oui, je sais, la France est sous l'eau et pour une fois, ce n'est pas une métaphore financière, mais moi j'ai 3 bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle parce qu'on va commenter les événements qui se sont passés cette semaine et qui vont marquer évidemment la semaine sur l'économie, sur la finance, les marchés et votre argent. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, bah oui, j'étais obligé de le faire. Christine Lagarde, la question macro, l'Europe peut-elle se découpler des États-Unis? Le chiffre de la semaine, 1% à peine, nous dit la Banque de France sur les prévisions d'inflation pour 2026. En deuxième partie de l'émission, on va beaucoup parler de bourse. Évidemment, il se passe des trucs incroyables en bourse. Incroyables. Derrière des indices qui donnent l'impression de tenir plus ou moins. Il y a des pans entiers de la cote qui sont en train de s'effondrer. Et entre l'Iran et puis l'IA, effectivement, pour les investisseurs, c'est pas simple. On va leur demander comment ils font dans cet environnement. La question d'argent, justement, dans ce contexte, où est-ce qu'on place son argent? Le top ou le flop? Le top 3 des gérants pour 2026, les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour une émission exceptionnelle? Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Ils maîtrisent parfaitement la gestion des valeurs moyennes, mais pas que, et des valeurs familiales, mais pas que. Sébastien Corchia, vous êtes directeur général de Cogefi Gestion. Merci. Vous faites toujours un peu de valeurs familiales ou moins? Oui, c'est plus le cœur de mon activité. Je vous ai connu là-dessus, donc. Oui, je fais toujours un peu, mais c'est pas le cœur de mon activité. C'est plus la location d'actifs maintenant. Très intéressant, on va en parler. Il a la médaille d'or de la détection de signaux faibles qui se transforment en tendance macroéconomique majeure. Jean-François Robin, c'est beau ça, médaille d'or. Je prends. Responsable mondial de la recherche de Natexis CIB, vous devez être bien sollicité en ce moment par les gens qui paniquent un peu dans tous les sens, non? Panique, je dirais pas, mais sollicité, oui. Oui, on est. Qui s'interrogent, on va dire. S'ennuie pas. Son terrain de chasse, ce sont les valeurs américaines, mais pas que, les valeurs internationales aussi. Notre porte vers le monde, Virginie Robert, vous êtes présidente de Constance Associés. Bonjour Marc. Le monde va bien? Bien, je sais pas si c'est le bon qualificatif. Elle est Amérique et globale. Oui, Amérique et globale. Avec un fonds global qui a très bien performé l'année dernière. Le monde est intéressant. Voilà, on va le. Il est challenging. Il est challenging. On va le présenter comme ça. Comment est-ce possible? Je me pose la question à chaque fois. Comment peut-on être aussi compétent et sympathique et n'avoir aucune limite en matière de mauvaise foi? C'est l'énigme. Emmanuel Le Chip. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Je vous ai vu défendre l'indéfendable cette semaine sur BFM. Vous m'avez même vu sans doute défendre le même jour 2 positions totalement différentes. Oui, c'est ça qui est très fort, avec la même conviction. Non, oui, mais parce que mon rôle, c'est de faire de la pédagogie, c'est d'essayer d'expliquer. C'est pas de convaincre que j'ai raison. Ça n'intéresse absolument pas les gens. Je suis là pour faire œuvre de pédagogie. Et ça marche? C'est beau. Je sais pas, les gens ont l'air contents. Ouais. Allez, on passe au mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est un nom. Ce nom, c'est Christine Lagarde. Oui, elle s'en va. Elle ne finira pas son mandat normalement pour des raisons de politique intérieure. Christine Lagarde devrait nous quitter à la fin de l'année. Quel bilan doit-on tirer de sa présidence? Et avant de commencer par ça, j'ai envie de vous demander, Jean-François Robin, quand on a eu Trump qui a voulu écourter le mandat de Jay Powell, tout le monde a hurlé sur tous les plateaux, ici y compris, ah ouais c'est horrible. Et puis alors là, on voit qu'il y a des petites combinazioni, comme disaient les Italiens, politiques, pour que le patron de la Banque de France parte un peu plus tôt, et puis pour que Christine Lagarde parte un peu plus tôt, parce qu'on considère que le vote des Français, démocratique, va être mauvais, et donc on va peut-être avoir quelqu'un qui ne sera pas capable de choisir le successeur de Christine Lagarde. Ça vous choque ou pas? Bon, moi, je ne mettrais pas forcément sur le même plan ce qui se passe à la Banque de France qu'à la Banque Centrale Européenne. Il ne faut quand même pas oublier que la France ne nomme pas le remplaçant de Christine Lagarde. C'est une affaire de compromis. Participe largement avec les Allemands. Voilà, on a une voix influente. Encore une fois, Christine Lagarde, elle est probablement là parce que c'est une Allemande qui est à la tête de la présidence de la Commission européenne, von der Leyen. Mais voilà, c'est pour moi ce qui m'intéresse, je trouve, dans cette séquence. Ça vous choque pas? Parce qu'on parle d'indépendance de banque, on nous serine tout le temps avec l'indépendance des banques centrales, et là, je vois l'ingérence politique, elle est majeure. En tout cas, on ne peut pas, nous, en tant que Français, ne pas faire le rapprochement en se disant, tiens, on a une possibilité d'avoir des partis moins européens et donc qui seraient même d'être un peu en conflit avec les institutions européennes, avec l'idée de se dire, au moins, on rassure un petit peu toute la construction européenne et nos partenaires, peut-être. Après, moi, ce qui me frappe le plus, si on regarde tout ça, c'est justement, vous faisiez la comparaison avec Kevin Warsh aux US, c'est quand même le fait que là, on a une mainmise du Trésor américain sur une banque centrale jusque-là indépendante par quelqu'un qui veut redonner le pouvoir au Trésor américain. Donc monétisation, je dirais weaponisation même
même on peut dire, hein, de la Banque centrale américaine. Et de l'autre côté, là on s'interroge sur qui va, on va en parler, hein, mais qui va remplacer Christine Lagarde. Est-ce que c'est De Causse? Est-ce que c'est Schnabel? Est-ce que c'est Nagel? Des gens hyper orthodoxes au moment où on est dans une guerre monétaire à tout va, où les États-Unis sont en train de reprendre la main sur leur banque centrale, où les Chinois, hein, il y a une étude du FMI qui nous montre que le yuan est dévalué de 16%. 16%. Donc après, on se dit le succès chinois. Le succès chinois, c'est qu'ils aident leur industrie et dévaluent leur monnaie, quoi. Là-dedans, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se dire, on va nommer un remplaçant à Christine Lagarde qui va ressembler à Christine Lagarde, voire en plus au quiche. C'est pas ça. Oui, après les noms qui circulent, encore une fois, il y a beaucoup de pression de la part des Allemands en disant, bon, les Français, vous êtes gentils, mais maintenant, il est peut-être temps que ce soit un Allemand qui soit à la tête de ça. On sait qu'il y a les gens de l'Europe de l'Est, les Croates, etc., qui poussent un peu aussi. Encore une fois, les noms Espagnols aussi. Voilà, on cite De Causse, on cite l'Espagnol, on cite un peu des noms qui sont quand même vraiment dans la lignée d'une orthodoxie monétaire dans un moment où il l'est plus. Je pense vraiment qu'on est dans un moment où il n'y a plus d'inflation, mais surtout, on est dans un moment de guerre économique et monétaire. Donc vous dites qu'il faut au contraire une banque centrale qui soit totalement inféodée au pouvoir politique. Alors pas du tout, non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je pense que typiquement dans les banques candidats, on pourra en parler, mais je pense qu'il faut quelqu'un qui soit capable d'avoir un moment Draghi, de dire whatever it takes, ça peut être un Benoît Cœuré, ça peut être qui on veut, on s'en fout du nom, mais quelqu'un qui a un projet économique et surtout monétaire aujourd'hui. Faut pas oublier que la Banque Centrale Européenne, c'est l'institution fédérale qui contrôle, qui est à la tête de la réglementation, qui met les règles, qui les applique et qui fait la politique monétaire. Et donc vous avez peur de trop de réglementation et vous avez peur d'un tournant un peu moi, je pense qu'il ne faut pas, avec tout le respect que j'ai pour lui, il ne faut pas un nouveau Jean-Claude Trichet, il faut quelqu'un qui a un projet européen dans un moment où l'Europe doit se défendre. Emmanuel ? Vous ne remplacerez pas Christine Lagarde parce que Christine Lagarde est totalement irremplaçable. C'est-à-dire que c'est un profil absolument unique. Si vous regardez... J'ai peur de la fin. Mais pas du tout. J'ai peur de la chute. Non, mais si vous regardez fondamentalement la vraie réussite de Christine Lagarde, ce qui a fait sa carrière, c'est une qualité qu'elle a eue et qu'elle a démontrée quand même souvent, c'est quelqu'un qui a été capable de cheffer et de faire travailler des gens ensemble. Chez Baker McKenzie, quand elle était ministre de l'économie, quand elle a été au FMI, moi je me rappelle très bien quand elle est arrivée au FMI, son discours c'était de dire, attendez, j'ai 700 économistes derrière moi qui sont tous très forts, je ne me prends pas pour une économiste, moi je suis là pour effectivement diriger. Et ça, elle le fait très bien. C'est la première fois que vous avez à la tête de la Banque Centrale Européenne quelqu'un qui n'est pas issu soit soit qui n'est pas de formation économique. Vous trouvez ça bien, vous? Non, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin d'une géo, Jean-François dit on va la remplacer par quelqu'un. On a besoin d'une géo de remplaçable. Non, on va la remplacer par quelqu'un qui ne peut pas avoir le même profil que Christine Lagarde. Ensuite, je trouve quand même d'un orgueil, mais totalement démesuré, la façon de raisonner des Français. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez une seule seconde que le profil du prochain Français qui sera à la BCE aura une action déterminante sur la Banque Centrale Européenne et fera obstacle à éventuellement une politique hostile à l'euro que mènerait un éventuel président de la République issu des rangs du Rassemblement national. Ça ne vous choque pas même le simple fait qu'on se pose la question et qu'on refuse en fait les règles de la démocratie, quoi? Franchement, moi je trouve que pour le coup, autant aux États-Unis, c'était très différent parce que Donald Trump avait dit officiellement qu'il voulait le virer. Là, on n'a pas eu ça du tout. Monsieur Villeroy de Gallo nous annonce du jour au lendemain. Le vendredi, non, il est sur BFM on n'est Business. pas dupe. Le lundi, il démissionne. Non, mais Emmanuel, quand Christine Lagarde parle de partir en décembre, comme par hasard, avant les élections... De toute façon, vous n'aurez que des profils. Et puis alors, surtout, ce qui, à mon avis, rend le débat inintéressant, c'est qu'en fait, vous n'avez pas d'indépendance des banques centrales. C'est un leurre absolu. Voilà, on est d'accord. C'est un leurre total. C'est-à-dire que ne me dites pas que M. Draghi a eu le comportement d'un patron de banque centrale absolument pas. Et pour une raison simple, c'est que vos banques centrales, elles sont sous deux dominations aujourd'hui, qui sont la fameuse dominance fiscale, c'est-à-dire que quand vous avez des États qui sont surendettés, ce sont les banques centrales qui sont sous la coupe des États, et vous avez des banques centrales qui sont totalement sous la coupe des marchés, après avoir tenu des raisonnements orthodoxes qui font qu'elles n'ont jamais été capables de gérer l'économie de bulle, puisque les banques centrales, depuis M. Greenspan, sont responsables de l'économie de bulle, absolument, et que donc, on va retrouver une forme d'orthodoxie, mais qui ne reflète et on n'est même pas sûr qu'on va approche moderne de la politique monétaire.
Sébastien. Alors moi, je vais changer de côté de table parce que pour une fois, je vais me mettre du côté d'Emmanuel parce que effectivement, je trouve pas qu'il y ait de petits jeux. En fait, il n'y a pas qu'un poste à changer cette année, il y en a plusieurs, dont le chef économiste, dont un gouverneur. Et ils arrivent tous en 2027, donc c'est peut-être pas idiot de les faire en même temps. Et on sait que c'est un jeu d'influence des pays. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, les pays ne disent pas aujourd'hui, oui, alors on change le président parce qu'on veut baisser les taux ou on veut les monter, etc. Là où aux États-Unis, on change les personnes pour faire une politique. Et ça, c'est de l'indépendance. Mais ça reste une ingérence politique. L'autre chose, c'est de dire, moi, je ne crois pas à l'histoire faucon ou pas faucon, etc. D'abord, il y en a qui ont mis de l'eau dans leur vin, je pense notamment aux Néerlandais. Mais Lagarde, par exemple, quand elle est arrivée en 2019, elle a dit, ne m'appelez pas faucon, ne m'appelez pas, colombe, appelez-moi chouette. Je serai une chouette, c'est-à-dire plutôt le sens de la sagesse. Elle l'a dit en 2019. Et effectivement, force est de constater quand même qu'elle a géré la crise du Covid, elle a géré la guerre en Ukraine, elle a géré des taux qui passaient de moins 0,5 à plus 4, des taux, un pic d'inflation à plus 10. Parce que j'aurais tellement de choses à vous répondre. Un pic d'inflation à plus 10 et un découplage monétaire avec les États-Unis. C'est pas Wonder Woman. Oui, d'accord, mais c'est ni faucon. Qui peut croire que sa parole portait au sein... Ou même son action. Au sein du Conseil des gouverneurs. C'est quand même ni faucon, ni colombe. C'est-à-dire qu'elle a su gérer plusieurs obstacles. Voilà, bon. Et c'est comme ça qu'il faut trouver quelqu'un d'autre, quelle que soit la nationalité. Allez, on passe à la question macro. Vous m'avez chauffé là. L'Europe peut-elle se découpler? C'est marrant parce qu'on aurait bien aimé avoir votre point de vue. L'Europe peut-elle... J'ai l'impression que vous êtes là pour poser des questions. L'Europe peut-elle se découpler économiquement des États-Unis? On sait, l'administration Trump n'aime pas l'Europe. On l'avait découvert brutalement avec Vance il y a un an, avec Trump pendant un an. Et même si Marco Rubio a essayé d'y mettre les formes à Munich, le discours n'a pas changé. Il n'aime pas notre modèle économique, social et culturel. D'abord, Jean-François Robin, est-ce qu'on est très dépendants économiquement les uns des autres? Et qui a plus à perdre d'un découplage éventuel? Encore une fois, entre l'Europe et les États-Unis. On est dans un monde très très interdépendant. Après, si on met des chiffres là-dessus, nous, les exportations typiquement européennes aux États-Unis, c'est 10% de nos exportations. 10% des exportations de l'Europe vont aux États-Unis. Donc 90% de nos exportations, on se fout des États-Unis quelque part. Donc on est dépendant sans être ultra dépendant des États-Unis. La chose qui est très intéressante dans toute cette séquence, je trouve, c'est qu'évidemment, les États-Unis, c'est 26% du PIB mondial. Le deuxième PIB derrière, c'est la Chine et l'Europe, mais on est 11 trillions derrière. Donc, il n'y a pas de commune mesure avec cette économie en termes de taille. Simplement, on oublie toujours un peu de penser que l'Europe, en tant que telle, c'est la plus grosse zone économique monétaire intégrée du monde, économique monétaire. Donc, pour ça que moi, je suis un petit peu plus prudent sur l'idée de dire que ça ne sert à rien, la politique monétaire en Europe. Je pense que c'est quand même une énorme influence. Je suis d'accord avec vous. Vous avez 450 millions de consommateurs, c'est 40% du solvable, a priori à peu près bien formé, on pourrait en discuter. 450 millions de consommateurs, assez riches quand même. Le PIB par tête de la Pologne est supérieur au PIB par tête du Japon, je rappelle, on a changé de monde quand même. 450 millions de consommateurs, 40% du commerce mondial. L'Europe, c'est le premier partenaire commercial de 70 pays, la Chine, c'est 65. Donc c'est pas un truc qui compte pour rien, quoi. Et donc quand vous regardez typiquement le premier partenaire commercial de la France, c'est l'Allemagne. Les États-Unis sont très très loin, c'est même pas 6% de nos exportations. Donc en fait, vous dites le découplage, il a déjà eu lieu en fait. Le découplage, non. Et pourquoi tant de haine alors? Le truc, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les États-Unis ont une balance. On a vu les chiffres, on va en reparler. On a c'est là qui est très intéressant. Les États-Unis mettent une guerre commerciale contre le reste du monde et ils sont en train de perdre cette guerre. Ouais, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est trop tôt pour le dire. Oui, c'est peut-être trop tôt, mais beaucoup trop tôt pour le dire. Bien sûr que non. Beaucoup trop tôt pour le dire. Pas du tout. Mais le gros du choc des tarifs, il est quand même derrière nous. C'est-à-dire qu'on voit bien que Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de rebaisser les droits de douane partout. Donc c'est bien que le gros du choc, il a quand même été comme derrière nous. Et quand on regarde le résultat de ce choc, le grand perdant de tout ça, ce sont quand même les États-Unis. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je pense que si on regarde les États-Unis, avec cette croissance, sans inflation. Oui, Marc, je vous l'accorde, mais qu'est-ce que ça aurait été avec un chômage qui pour l'instant est encore très bas? Je vois pas. Sauf que avec une avance technologique totale, avec des leaders. Non, mais Marc, j'ai juste quelques éléments quand même. C'est-à-dire que les États-Unis, on peut dire que ça se passe bien, mais ça se serait sans doute beaucoup mieux passé sans cette guerre commerciale à l'égard du reste du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous me parlez du taux de chômage. Ah, ok, on est à 4,3, 4,4, on était à 3,4. L'inflation, on est à 3, on était à 2. Le taux de chômage, donc il monte. Vous avez
de la destruction de l'emploi industriel, 80 000 emplois. De mauvaise foi, ça n'a rien à voir avec les droits de douane. Non, mais il y a eu 15 000 emplois. Vous faites du Emmanuel Le Chip, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les États-Unis, on ne peut pas dire que ce soit un succès. On peut dire que les États-Unis sont hyper bien, une économie qui résiste très bien. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais si vous n'aviez pas eu tout ça, je pense que la croissance américaine, elle ne serait pas à 2, à 2,5, elle serait probablement à 3 ou 4. Les États-Unis sont en train de se tirer une balle dans le pied pour moi. Le déficit commercial, c'est un record. Vous avez quand même pas beaucoup de gains. Vous avez de la désindustrialisation. Non. Le creusement de la balance. Je vous croyais pas capable de ça. Non, mais Virginie Robert, juste avant de Vous passer avez la 80 parole. 000 emplois industriels détruits cette année. Virginie Robert, en très termes rapidement. d'emploi peut-être, mais pas en termes Virginie. de produits. Alors moi, je suis pas d'accord avec vous, Marc. Je pense pas que Trump n'aime pas l'Europe. Moi, je pense que Trump la déteste. a compris. Non. Je pense que Trump, lui, dans son idée, d'abord, qu'est-ce qu'il aime? Je ne sais pas d'ailleurs. Mais je pense que lui, son idée, c'est réellement, il sait qu'il a besoin, que les États-Unis ont besoin de l'Europe et qu'il fallait un sursaut. Il faut un sursaut. Et quelque part, on l'avait dit, hein, bon, il y a tous les sujets sur la défense, sur différentes choses. Mais je ne suis pas certain qu'il soit, non, il a besoin d'avoir des alliances. Mais parce que face à la Chine montante, on sait que l'ennemi pour Trump, c'est la Chine. Ça, Oui, mais Jean-François nous dit déjà, on ne commerce pas beaucoup ensemble. Non, attendez, il faut savoir. Oui, on ne commerce pas. Mais enfin, je veux dire, on est quand même ultra dépendant. Oublions juste ces chiffres du commerce. Je veux dire, dans nos industries, on est ultra dépendant. Donc après, il y a les chiffres des échanges, etc. Mais je pense que c'est culturellement... Je ne pense pas qu'il déteste l'Europe. Mais il veut une autre Europe. Une Europe qui est très différente. Oui. Emmanuel. Alors, d'abord, je pense qu'il y a le style Trump qui nous trompe un peu sur la rupture qu'il représente par rapport aux politiques précédentes. Les politiques commerciales, ils ont toujours fait du protectionnisme. Obama en a fait, Biden en a fait. On passe de 2,5 de droits de douane à 18, hein, donc c'est quand même pas la même affaire. On est à 13 en réalité. Oui, d'accord, mais en fait, on était à 2,5 avant. Oui, mais alors, attention sur le fait qu'on considère ça comme une rupture. Sur l'immigration, c'est pareil. Obama a renvoyé plus d'immigrés que Trump. Donc là où je suis totalement d'accord avec Jean-François, c'est que le découplage, le seul endroit où il n'a pas eu lieu, c'est dans la tête des Européens, qui sous-estiment complètement leur poids. Je ne reviens pas sur tous les arguments que Jean-François a donnés, mais on peut en rajouter. Sur les secteurs stratégiques, les États-Unis sont plus dépendants de l'Europe que l'Europe n'est dépendante des États-Unis. C'est un travail du CEPI qui vous montre que, globalement, sur des secteurs comme la pharmacie, les médicaments, les vaccins, etc., l'Amérique ne peut pas se passer de l'Europe. Donc oui, l'Amérique a besoin effectivement de nous. Et sur le plan commercial, quand vous dites on n'a pas la preuve de tout ça, là je vous renvoie à un très bon papier qui est sorti cette semaine sous la plume d'Isabelle Matteo-Silago, de la directrice des études éco de la BNP, qui vous dit mais... honnêtement, ça vous choque pas, par exemple, que malgré les droits de douane, les États-Unis fassent leur plus grand déficit commercial de tous les temps, et que jamais le commerce mondial, je veux dire, la progression du commerce mondial en 2025, elle n'a jamais été aussi incroyable. Et pour une raison simple, c'est que jamais, malgré les droits de douane, on a signé autant d'accords de libre-écêt qu'en 2025. Exactement. Donc il s'est planté, et je vous renvoie quand même. Il s'est pas planté. Là, vous versez dans l'obscurantisme. Et j'ai même pas parlé. Et tu me demandes de donner mon opinion et tu me laisses pas l'exprimer. Tu l'as donné. Non, je l'ai pas donné. Regarde, je veux dire, quand vous étiez sur ces les plateaux, économistes de la Fed vous disent que le consommateur américain est le seul grand perdant de la hausse des droits de douane et qu'il se prend de la part du chef économiste de la Maison-Blanche des trucs du genre c'est le pire papier qu'a jamais écrit la Réserve fédérale, il faut que les économistes qui ont écrit ce papier soient sanctionnés, et vous cautionnez ces gens-là. Alors non, je vais vous dire, pas sérieux, vous êtes venus, vous les économistes sur les plateaux, nous expliquer qu'avec la guerre commerciale, et Jean-François continue à le faire, on allait vers le protectionnisme, vous êtes en train de dire le contraire, les échanges dans les faits, on n'a pas eu de guerre commerciale. Je veux terminer, on n'a jamais eu une explosion des échanges aussi importants. 2, vous nous aviez expliqué qu'il y aurait de l'inflation aux États-Unis parce que les prix allaient monter. Il n'y a pas d'inflation aux États-Unis. Et 3, sur les chiffres commerciaux, les 2, vous êtes super mauvaise foi parce que l'évolution des derniers mois, vous ne l'avez pas prise en compte. Et il y a eu un déficit commercial qui a été extrêmement important en début d'année en anticipation des droits de douane parce qu'on a stocké. Bien sûr, Marc Fiorentino, en décembre, le déficit commercial américain est 70% supérieur à ce qu'il était en novembre. Et en novembre
Il était 70% supérieur à ce qu'il était et en novembre, il était quasiment au plus bas qu'on n'avait pas vu depuis plus de 12 mois. Donc vous prenez pas les chiffres, vous prenez que les chiffres d'Internet. Sébastien. Alors, moi, très rapidement. Oui, très rapidement. Déjà, je pense qu'il faut dissocier Trump des Américains. C'est-à-dire que Trump pense quelque chose, le petit groupe autour de Trump pense quelque chose. On va vite voir dans les élections que tout le monde ne pense pas comme Trump à mon avis. Il a été élu, mais il a quand même fait beaucoup de choses qu'il n'avait pas dit qu'il ferait, y compris son interventionnisme extérieur contre je vais plutôt m'occuper des Américains. Et puis, les tarifs, vous inquiétez pas, vous allez être super riches. Et finalement, c'est les Américains qui payent. Donc, je doute quand même que... Comment ? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Vous êtes en train d'expliquer que les Américains payent. Il n'y a pas d'inflation. Je vois pas comment ils payent. Comment ça, il n'y a pas d'inflation ? Il n'y a pas d'inflation aux États-Unis. Et quand vous achetez plus de produits chinois, vous croyez qu'il n'y a pas d'inflation ? Non, mais je la vois pas là. Vous avez vu les derniers chiffres d'inflation. Quand vous changez, on est à 2,7%. C'est ça que vous avez. Quand vous changez les packaging, quand vous changez les packaging, et quand en fait les Américains changent leur habitude de consommation pour aller acheter vers des magasins moins chers, etc., avec des produits de moins bonne qualité ou de moins grande quantité, effectivement, vous pouvez un petit peu masquer l'inflation quand même, quoi. Donc, et la réalité aussi, c'est cette courbe en K, c'est-à-dire c'est une économie qui est quand même fragile et qui est anormalement. Qui a toujours été. Ça a toujours été. Emmanuel l'a répété depuis des années que les États-Unis avaient une configuration de pays émergents. C'est ce que vous avez toujours dit. C'est un pays émergent, c'est toujours une courbe configuration en K qui est explosive, notamment pour les élections, et qui est très fragile parce qu'il dépend des marchés. Si les marchés s'écroulent, tout s'écroule finalement avec les 10% de la population américaine. Donc c'est quand même en moins d'un an et demi, 2 ans, une configuration économique qui est peut-être pas celle qu'on attendait et qui est quand même d'une grande fragilité pour le reste du monde. Les chiffres ne vont pas dans votre sens, ni les chiffres d'inflation, ni les chiffres de croissance. Jean-François, je voulais juste mettre vous voulez continuer dans votre voie de mauvaise foi Non, mais je voulais juste... Emmanuel le chiffre. Ce qui est en train de changer Trump, pour moi quand même, c'est les moteurs de la croissance américaine. La croissance américaine, c'est la conso d'habitude. C'est 71% du PIB américain, c'est de la conso. Ça, c'est en train de ralentir. Pourquoi ? Parce que mine de rien, le taux de chômage, on a une dégradation du marché de l'emploi qui est phénoménale quand même. Sous l'année 2025, l'économie américaine a créé en moyenne 15 000 emplois par mois. Et chez les cols blancs, sur les 5 ans précédents, c'était 200 000 par mois. Donc on a un truc qui est quand même divisé par plus de 10. Combien dure un cycle de croissance ininterrompu normalement ? Alors moi, les cycles, j'y crois pas trop, parce qu'on n'est pas trop là-dedans. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça fait 5 ans, même ici, qu'on avait anticipé un ralentissement, une récession qui ne sont jamais venus ? Avec 8% de déficit budgétaire. Voilà, j'allais y venir. Moi, mon point, c'était ça. C'est quoi les moteurs de la croissance américaine aujourd'hui ? C'est les investissements dans l'IA. Voilà, on nous parle des 100 milliards. Ça, c'est chouette. Mais attention, j'y reviendrai, parce que les investissements dans l'IA, c'est quoi ? Ça se retrouve dans les chiffres de la balance commerciale américaine. C'est vous achetez des microprocesseurs et des puces à Taïwan. Plus 48% d'exportation de Taïwan aux US. En fait, il creuse son déficit comme ça. Première chose, le moteur, donc l'investissement. Ça peut être intéressant. C'est peut-être la croissance de demain, la productivité d'aujourd'hui, etc. En revanche, le truc qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que l'économie américaine, on va voir les chiffres tout à l'heure, elle va nous faire du 2%, 2,5% de croissance avec 7% de déficit. C'est nul comme résultat. Le multiplicateur budgétaire, vous mettez 7% de déficit, même la France fera mieux. Quoi. On n'a pas de leçon à donner. C'est comme la France, 1%. C'est pire que la France de Jospin. C'est pire que la France de Jospin. Alors, réagissez, parce que franchement, on n'a pas de leçon à donner de ce côté-là sur ce point. Mais voilà. Donc, c'est bon. Moi, je reviens de ce côté-là de la table, effectivement, je suis complètement... Alors, moi, je suis d'accord, c'est le cycle d'investissement qui a redémarré. Donc, c'est encore trop tôt, parce qu'il y a beaucoup de choses au carrefour, là. Il y a l'IA. Il n'y a pas que l'IA, l'impact sur, effectivement, l'emploi, il commence à se faire sentir. Ça n'a rien à voir avec les droits de douane. Ça, c'est une première chose. Et puis, l'industrie, tout confondu. Alors, il y a un petit, parce qu'on en parlera tout à l'heure sur les résultats, quand même, parce que c'est là où les earnings ont été les plus forts, avec une croissance aussi du chiffre d'affaires. Alors, il y a un petit effet... Très concentré quand même. Oui, bien sûr. Mais quand même, produits, services dans l'industrie, il y a une courbe là, ascendante, qui est intéressante. Alors, il y a un petit biais, je suis d'accord avec la défense, aérospatiale défense. Ça reste des secteurs industriels majeurs. Ça reste on ne va pas enlever la défense, enlever l'armement et puis garder ce qui nous intéresse. Moi, je pense qu'il ne faut pas tout voir. Il y a de mauvaises choses. Oui, le consommateur, il consomme aussi différemment. Et dans les chiffres, effectivement, de la balance commerciale, bon, je reviens à mon histoire chinoise quand même, qui est l'ennemi de Trump.
là, pour le coup, oui, il y a un repli. Donc, Oui. mais On a vu. Non, on est a- vraiment on a dans pas le l'équipe temps. de cas, Oui. cas économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les 10% les plus riches qui font 55% de la consommation américaine. Vous regardez les taux de déliquescence, c'est-à-dire de problématiques sur les cartes de crédit, on est au plus haut depuis 2008 sur les 10% les plus pauvres. Donc vous avez un truc qui est quand même qui est en train de se passer. Hein. Allez, on passe tout de suite à la deuxième partie. Après la pause, on va parler évidemment des marchés et tout ce qui se passe sur la bourse. On va vous demander où il faut placer son argent, qui sont les meilleurs gérants, quel est le top flop pour vous et puis les actions à acheter ou vendre. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Un plateau donc placé sous le signe de la mauvaise foi, mais heureusement je suis là pour défendre la réalité des chiffres qui sont complètement tordus par des économies. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi cette première partie de l'émission. Allez, on va parler de la bourse, on va parler des placements de la semaine, on va parler des top 3 des gérants. On commence directement par les marchés. Et les marchés, ça bouge. Alors, ce qui est incroyable, parce que si on regarde, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'ils font à essayer d'agiter tout ça alors qu'il se passe rien? Regardez les indices, le CAC 40, tout va bien. Sur la semaine, il a fait 1%, le Nasdaq, il est quasiment à 0, donc il ne se passe rien. En fait, il se passe énormément de trucs. Alors moi, j'ai noté 2 événements marquants cette semaine. C'est toujours cette destruction de valeur par l'IA, avec une anticipation. Je ne sais pas qui disait on vend d'abord et on réfléchit ensuite. C'était vous, Sébastien, tout à l'heure dans le couloir. Et aussi, bon, on commence à avoir un tout petit peu de nervosité, évidemment, par rapport à la situation en Iran. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on laisse l'Iran pour l'instant de côté. Qu'est-ce qui se passe sur ces phases de destruction? Tous les jours, on a des pans entiers d'actions qui chutent de 15 à 20%, alors que vous nous dites que les résultats sont bons. Alors, oui, face à un mauvaise foi, donc, vous savez qui peut être le juge de paix, ce sont les résultats, justement, des entreprises. Ça parle. Et donc, comme on est bien abouti sur le marché américain et du côté européen, un peu moins, on a encore beaucoup de résultats à venir, mais quand même, on peut avoir une première lecture. Ce qui est intéressant, c'est que on a de la croissance du chiffre d'affaires aux États-Unis, qui est très forte, plus 9, c'est quand même un très bon trimestre. Ça fait 5 ans qu'on a de bons trimestres aux États-Unis. Bon. Dans un pays qui est en crise très grave, Europe, selon Robin et Europe, Chypre. Marc, oui. En Europe, on est sur une croissance du chiffre d'affaires à 0. Bon. Et après, si vous regardez donc les bénéfices par action, d'accord, vous avez une croissance de 13% aux États-Unis et 14% en Europe. Donc vous allez me dire, cocorico, super, extra, et d'où probablement, d'ailleurs, les marchés européens se tiennent bien, confirment leur avance face au marché américain. Mais, comme je dis toujours, et à votre question, faut-il investir? Oubliez la gestion passive, parce que si vous faites les indices, il y a beaucoup mieux à faire. Ayez de la discrimination dans vos choix, parce que si on regarde, et c'est là, je reviens sur mon sujet, sur les earnings aux États-Unis, enfin les bénéfices par action, on a une très forte progression sur l'industrie, mais remarquable, c'est-à-dire qu'on est sur du plus 35%. Moi, j'ai jamais vu ça. Alors, il y a un effet aussi revalorisation des contrats de défense qui sont renouvelés, donc avec des meilleures marges, etc. Et finalement, vous avez tous les secteurs qui sont en hausse sur les earnings, à l'exception de la consommation discrétionnaire, puisque le consommateur, évidemment, il est beaucoup plus regardant. De l'autre côté, en Europe, on n'est pas du tout sur le même schéma. C'est-à-dire que les financières, ça boom, effet trading des banques, etc. Les materials, d'accord, on est sur une économie plus cyclique, structurellement, comme on le dit, vous le savez. Bon, et l'industrie, on est plutôt sur du moins 15. Donc moi, ça m'inquiète un petit peu. Évidemment, la technologie, mais vous savez que le poids de la technologie en Europe est beaucoup moins important. Ce qui sauve d'ailleurs le CAC depuis le début de l'année. Donc voilà. Et la consommation discrétionnaire, là, c'est pareil. Il y a un repli qui est assez marqué. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, c'est quoi? Il fallait avoir des utilities, il fallait avoir des bancaires. Et moi je dis qu'il fallait avoir d'autres choses qui ont bien marché quand même, parce que bon. Mais ce que je dis, c'est qu'attention, parce que il y a quand même pas de croissance de chiffre d'affaires, et je constate quand même qu'aux États-Unis, on a, alors qu'on a un marché qui a plutôt sous-performé, donc je dis qu'il faut vraiment... Donc vous nous dites quoi? Vous nous dites qu'il y a encore du potentiel sur la bourse américaine, mais qu'il faut être sélectif. Voilà, toujours. Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Pourquoi il y a eu cette chute? Bon, on connaît la raison, le mot c'est l'IA, mais
c'est quoi le processus de ces gérants qui décident de s'attaquer jour après jour à un secteur de l'activité dont ils pensent qu'il va être laminé par l'IA? Alors, je ne pense pas que ce soit les gérants, je pense que ce soit plus des hedge funds, mais en fait, on est passé d'un modèle où tout le monde va gagner. À la fois celui qui investit, le vendeur de pelle, le chercheur d'or, entre guillemets. Ça, c'était au tout début. Puis on a commencé à se dire que non, il y a des gens qui vont gagner, puis il y en a d'autres qui vont perdre. Puis on est passé il va y avoir des gagnants, il va y avoir des gros perdants, voire il va y avoir des morts. Et même dans les gagnants, c'est-à-dire les vendeurs de pelle, c'est-à-dire vraiment les valeurs de l'IA, tout le monde ne peut pas gagner. Okay. Donc on est passé d'un scénario de l'éléphant rose à un scénario, j'appelle ça un peu moi le syndrome page jaune en 2000, vous savez, on dit, Internet arrive, on n'a plus besoin du bottin, ou téléperformance. En l'occurrence, on n'avait plus besoin du bottin. En l'occurrence, on n'avait plus besoin, enfin, ça a mis quand même quelques années. Donc là, on est passé à ça. Donc il y a deux catégories en fait d'actions qui souffrent actuellement. Celles où on dit c'est le mot à la mode, disruptées, elles vont toutes mourir. C'est-à-dire des éditeurs de logiciels, des éditeurs de bases de données, on pense à Wolters Kluwer par exemple, aux Pays-Bas, etc. Donc le marché, syndrome, page jaune, il vend tout et il réfléchit après. C'est-à-dire, on verra la valo. Et en fait, il dit, toutes ces valeurs étaient des valeurs de croissance, je ne peux plus leur appliquer des multiples de valeurs de croissance, donc je leur applique un multiple de risque avec une décote. Et puis, sur celles qui gagnent, c'est-à-dire les valeurs de l'IA, les Max 7, on les appréhende plus de manière monolithique, les Max 7. On fait des gagnants, des perdants, voire des morts, alors éventuellement des oracles, on fait se combattre des écosystèmes en disant, en plus, dans l'écosystème, comme ils vont s'affronter, les marges ne seront pas celles qui nous avaient dit, plus tout le monde ne pourra pas avoir accès à l'énergie. Voilà. Et donc, elles deviennent en plus un changement de modèle. Elles viennent des sociétés qui étaient des sociétés de croissance qui faisaient beaucoup de cash, la bourse adore ça, à des sociétés probablement de croissance, mais avec plus de cash parce qu'elles vont acheter en fait, elles vont faire un nouveau métier, celui d'utilities. Elles vont acheter même des petites centrales nucléaires. Elles vont beaucoup investir. Un métier d'infrastructure. D'infrastructure, c'est plus du tout les mêmes multiples en bourse. On passe de 40 à 20. Et puis là-dedans, on se dit mais c'est plus du tout la même chose que je suis en train d'acheter. Donc le marché est en train de revoir tout son benchmark de valorisation en disant ça peut plus valoir la même chose qu'avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous faites, vous? Comment vous gérez ça? Comment on gère ça quand vous arrivez le lendemain ou vous lisez le soir, vous regardez en direct, évidemment. Déjà, c'était bien si on avait pu un peu l'anticiper. Oui, mais on ne peut pas, non? Si, parce que... Remarquez, vous nous aviez fait vendre pas mal de valeurs dans votre portefeuille. Dans les logiciels, notamment, parce que c'est probablement le premier segment à être disrupté. En tous les cas, c'est le plus visible. Ouais. Bon. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que toute révolution technologique ou industrielle, vous avez toujours un cycle de surinvestissement. Ouais. Vous avez un cycle, ensuite, ce que dit Sébastien très juste, de commodité. Alors, je ne sais pas comment on dit en français, commoditisation, d'accord, commodité. Et vous avez un cycle de baisse de prix. Ouais. Donc, attention, parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les logiciels qui ont été attaqués. On a tout ce qui est équipement qui est préservé. Attention, parce qu'on risque d'avoir un surinvestissement sur ce genre de choses. Et bon, par exemple, moi je dis toujours à Nvidia, ils ont 2 métros d'avance en technologie, mais le jour où ils n'en ont plus qu'un, et ils n'auront peut-être plus le même pricing power. Et puis le jour où les gens n'auront plus besoin de puces peut-être aussi sophistiquées, parce que les besoins sont plus basiques. Mais les besoins en intelligence artificielle, moi je pense, je peux me tromper, mais je pense qu'ils vont être beaucoup plus fragmentés et spécialisés. Et donc, on aura une baisse des prix aussi sur l'accès, donc d'où la question, effectivement, la monétisation, après, comment on monétise, etc. Évidemment. Donc, il y a une réalité, mais il y a tout un chemin à suivre. Et donc, en fait, juste pour conclure, qu'est-ce que font les gérants de la planète entière? Ils étaient dans une position, en fait, de bull market, c'est-à-dire un marché haussier, c'est-à-dire très concentré, et ils passent dans un marché où, en fait, il faut tout repenser, et ils passent dans la diversification. Et comme ils n'étaient pas diversifiés, il suffit de remettre un petit peu de secteur dit défensif qui n'était pas, et tout de suite, les flux sont quand même assez fantastiques. Le meilleur thermomètre de ça, c'est S&P versus S&P équipondéré. C'est-à-dire, dans votre S&P, vous avez beaucoup de tech. Dans votre S&P équipondéré, vous avez de la tech, mais vous avez tous les secteurs. Finalement, il y en a un qui est à 0 et l'autre qui a plus 7, et qui vous montre que le marché veut remettre la balle au centre, se prendre
prendre le temps de réfléchir et dit non, c'est fini, je ne peux plus appliquer ces valorisations à des sociétés qui ne sont plus des valeurs de croissance. Comment ? C'est un énorme changement. C'est un énorme changement. Jean-François, là, on dépasse d'habitude les économistes en première partie et les gérants en deuxième partie, mais là, on dépasse la micro et on dépasse la vie des entreprises. On est dans de la macro, là. Oui, ce que j'allais dire, moi, je trouve que c'est très intéressant. Enfin, encore une fois, moi, je suis un lecteur assidu de l'almanach du marin breton, donc on a ce moment où, à la marée montante, tous les bateaux avancent, et quand la marée baisse, tout le monde on voit qu'ils se baignait tout nu. On est exactement dans ce moment-là où on passe d'un monde finalement très asset light, où tous les fournisseurs de pelles, c'était vraiment les grands gagnants de demain, à un truc où on voit un certain nombre d'entreprises comme ça, où on est en train de passer du mode asset light à du mode cash intensive, on est en train de brûler du cash. Et on voit quand même des gros hyperscalers qui brûlent du cash. Donc on n'est plus en free cash positif. On a des trucs avec de la dette qui fait 4 fois, 5 fois l'EBITDA de trucs qu'on pensait intouchables. Donc on est en train de se questionner quand même sur la capacité qu'ont ces vendeurs de pelles à monétiser leurs investissements. Et on voit bien tout d'un coup... Vous mettez qui dans les vendeurs Nvidia de... qui est en train de dire, tiens, j'ai payé 100 milliards, c'est 30 milliards. Ouais. Et puis on commence à se dire, tiens, Microsoft, 60% de son wallet de clients, c'est OpenAI. C'est bizarre, c'est quand même très sanguin, donc on questionne tout ça. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, ok, les États-Unis sont en avance sur les investissements, c'est eux qui fournissent les pelles, mais d'abord, c'est pas forcément eux qui les utilisent. On me cite beaucoup les chiffres de la productivité qui progressent aux États-Unis. Je vous rappelle qu'ils progressent assez largement en Europe, y compris en France. Les chiffres de productivité sont en train de revenir sur leur tendance d'avant Covid, quoi. Alors, oui, ça c'est intéressant. Mais quand même, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est effectivement la monétisation et donc l'impact macroéconomique sur la productivité, sur la capacité de disrupter tout ça. Bien sûr. Et ça, c'est pas du tout évident aujourd'hui, encore une fois. Moi, je cite beaucoup en ce moment ce que me dit Microsoft Lab. Les États-Unis ont fourni les pelles, mais on est le 23e utilisateur de l'IA dans le monde. La France, on est 5e, l'Espagne, on est 6e. Number one, c'est les Émirats. Numéro 2, c'est le Singapour. Numéro 3, l'Irlande. Numéro 4, il y a toujours un Nordique qui traîne. Oui, mais Denis Ferrand nous disait ici sur ce plateau, il disait qu'en fait, le gagnant, ça serait à la fois l'utilisateur et le producteur. Ça, c'est ce qu'on a vu, Marc. C'est pas ce que vous nous dites. Marc, là, vous nous dites il vaut mieux être utilisateur que producteur. Moi, je pense qu'on va pas dans ce monde d'Internet. Alors, Emmanuel Le Chypre. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au moment d'Internet, les gains de productivité qu'on a enregistrés, notamment aux États-Unis, c'était la moitié les secteurs utilisateurs et la moitié les secteurs concepteurs. Les deux grands secteurs utilisateurs qui ont gagné en productivité avec Internet, c'était banque, finance et distribution. Et effectivement, l'autre moitié, c'était les fabricants de toutes ces technologies Internet. Donc, on peut être gagnant en étant seulement utilisateur, mais pas producteur ? Alors, vous pouvez être gagnant absolument. Et je pense qu'on a tout à fait la possibilité, notamment en Europe, d'être des utilisateurs très performants par rapport à des pays comme les États-Unis, etc. Et ça, c'est les chiffres que citait Jean-François. Il n'en demeure pas moins que la question de la dépendance à des technologies qui viennent d'ailleurs pose problème, et sans doute à un niveau qu'on n'a jamais connu, puisqu'il ne s'agit plus seulement d'être dépendant dans la fourniture de ces technologies, mais on voit bien qu'au quotidien, vous restez dépendant des fabricants de ces technologies qui, à tout moment, peuvent vous couper le câble. C'est pour ça que le modèle qui, pour l'instant, peut-être peut passer au milieu de tout ça, c'est Apple. C'est-à-dire, je ne mets pas les infrastructures, je garde mon savoir-faire, c'est les téléphones. Et Parce qu'ils n'investissent pas dans les infrastructures, eux. Non, ils considèrent que c'est le téléphone qui est l'infrastructure. Voilà. Et donc, en fait, c'est vous qui allez dépenser l'électricité en allumant votre téléphone. Et puis, je ne vais pas dépenser des milliards pour pas être sûr d'être le premier. Donc, je vais acheter les premiers partout. Et c'est peut-être le modèle qui va passer au milieu. Allez, on passe tout de suite au placement de la semaine. Alors, placement de la semaine, vous savez que quand il y a Virginie Rover, c'est pas la peine de lui demander parce qu'elle va me dire c'est les actions. Donc, pourquoi vous me posez la question ? Donc je me tourne vers Sébastien Korchiak. Est-ce que vous avez autre chose à me dire qu'il faut acheter des actions ? Non, dans le placement de la semaine, moi je trouve, et un peu depuis le début de l'année, c'est ce côté un peu rebalancement, on change de mindset, il faut être complètement diversifié, et le marché a un peu peur quand même, donc il réfléchit, donc il veut un peu de tout parce qu'il ne sait pas. Et c'est cette notion d'équipondéré aussi bien sur... Oui, mais là vous parlez que actions, mais aujourd'hui il y a d'autres flux, on voit encore beaucoup de flux sur les marchés obligataires. Oui, alors il y a des flux sur les marchés obligataires, mais on sait qu'on a quand même une épée de Damoclès et un truc un peu du mal à comprendre
prendre, c'est ces taux japonais qui peuvent avoir un effet papillon un peu partout. Ouais, je suis pas sûr que ça soit complètement terminé. Et puis la dette privée, c'est-à-dire tout cet argent qui tourne, on parlait avant émission, tout cet argent qui tourne en fait dans le monde du private equity et qui est investi sur ce qu'il ne faut pas être investi actuellement, c'est-à-dire les softwares. Et là, ça peut poser des problèmes, avoir des effets de bord sur les marchés. Vous dites à fond sur la bourse, quoi. Oui, mais pas la même bourse qu'hier, c'est-à-dire une bourse beaucoup plus défensive. Vous verrez que dans ma sélection, je me remets sur une sélection beaucoup plus défensive. Allez, on passe tout de suite au top ou flop de la semaine. Pour vous, Virginie, c'est quoi le justement, top ? C'est exactement la continuité. C'est quand même, il y a quelques signaux. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un flop avec un point d'interrogation. Il y a notamment déjà un une flop sur la société bourse. qui s'appelle Blue Hole, qui a perdu depuis le début de l'année, je pense, 24%. 50%. Ouais, à 50%. Bon, enfin, vous savez, on en a beaucoup qui ont perdu des 40 et 20%. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais alors, eux, justement, c'est de la gestion alternative et notamment centrée sur le crédit. La dette privée. La dette privée. Et là, il y a eu évidemment des demandes de rachat, ce qui peut se passer pour... c'est-à-dire des gens qui sont investis dans le fonds et qui veulent récupérer leur argent parce qu'ils ont peur. Et il n'y avait pas possibilité d'honorer ces demandes. Parce que tout le monde est venu en même temps. Ils réinventent le système pour... Alors, vendu certains actifs et ils sont largement porteurs de dettes privées, notamment sur les logiciels. Et donc, c'est un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure... On ne peut pas imaginer qu'avec les logiciels qui sont remis en question, la stratégie générale, qu'il n'y ait pas donc vous dites, il va y avoir incidents collatéraux. Un effet domino. Est-ce que c'est des incidents qui vont être facilement absorbés ou est-ce que ça peut mener quelque part sur un problème de liquidité un peu plus substantiel ? C'est un point d'interrogation à surveiller quand même. À surveiller même de très près. Et oui. Emmanuel Le Chypre, vous avez réfléchi à un top ou un flop ou non ? Alors moi j'étais parti sur le commerce mondial, mais on en a déjà parlé. Donc un top qui est en réalité un flop, c'est les résultats merveilleux de notre balance touristique. C'est-à-dire qu'on se gargarise parce qu'on a 102 millions de touristes étrangers. 5 millions de plus que les Espagnols. On est premier mondial, il n'y a jamais eu autant de recettes. Or, en réalité, quand on regarde bien, il y a une partie de ces millions de touristes qui sont des gens qui font que passer. Il y en a 5 millions qui vont à Disney. En termes de recettes par touriste, on se traîne au tréfonds des classements mondiaux. On est entre la 20 et la 30e place. Donc, et en recettes, on est très loin derrière l'Espagne, c'est ça ? Absolument. En global, en gros, l'Espagne a 15 à 20% de touristes en moins que nous, mais génère 15 à 20% de recettes touristiques en plus. Et donc, pour moi, le flop, c'est que le secteur touristique devrait être un des fleurons de l'économie française, et c'est un secteur qui est dramatiquement sous-valorisé, sous-utilisé, sous-exploité. Alors parce que politiquement, ça n'a jamais intéressé personne. Est-ce que vous êtes capable de me citer le nom d'un ministre du tourisme qui a marqué l'histoire ? Non. Jamais. Regardez, le tourisme, c'est un des mandats de Serge Papin parmi 5 ou 6 autres, et que 2, économiquement, on n'a jamais été capable de le valoriser. On est présent, on a des ports dans toutes les mers du monde. Bon, on construit les bateaux pour les autres qui gagnent du fric avec des magnifiques entreprises de croisière. Nous, on n'est pas très présent là-dessus. Prenez le tourisme mémoriel. La France est le pays qui a le plus de champs de bataille au monde. On n'est pas capable de le valoriser. On a les plus beaux vignobles du monde. On n'est pas capable de développer massivement le no-tourisme comme les Espagnols ou les Italiens. Bref, on gâche notre potentiel de façon presque révoltante. Bon, c'est vraiment un flop, ça. Top ou flop, Jean-François ? Moi, je voulais quand même revenir, puisqu'on avait eu ce petit débat sur le déficit commercial américain. Quand même, moi, ce qui me frappe, c'est quand même... Voilà, ça y est, on a les chiffres. Sur 2025, votre déficit commercial américain, il augmente. Alors je suis d'accord qu'il y a des effets, j'accélère, il y a du front-loading, ça creuse le déficit, puis après ça le réduit dans quelques mois. En fin d'année, mais notez tout de même que le déficit américain, il a un record. Et je note que vous nous l'aviez dit. 1240 milliards, la Chine, elle, c'est un excédent de 1200 milliards, et l'Europe exporte quasiment autant aux États-Unis en 2025 qu'en 2024. Donc, effet des tarifs sur le commerce américain. Sébastien Corchia, on n'a pas le temps. Le déficit avec l'Europe des États-Unis, il est plus grand en 2025 qu'en 2024. Sébastien Corchia. Alors, moi, le top, c'est le Nikkei qui n'arrête pas de monter. Mais ce qui m'intéresse, c'est la BOJ, la Banque centrale du Japon. Vous savez que depuis 2010, elle achète des ETF, elle achète des obligations, etc. Mais beaucoup d'ETF. Ça fait donc maintenant 15 ans. Et en fait, elle a beaucoup d'actifs dont la valeur a beaucoup
beaucoup monté. Et il y a un article du Financial Times qui dit que les plus-values de ces positions en ETF représentent 11% du PIB. Et à partir de cette année, elle va commencer à vendre. Alors, elle a dit qu'elle mettrait 100 ans à vendre pour pas déstabiliser le marché, mais faites un petit calcul. Si elle vendait tout demain matin, elle récupérerait 11% du PIB en plus-value, et donc ça vous fait une deuxième lecture en fait de son taux d'endettement qui serait plus de 230%, mais de 65% si elle reversait tout sous forme de dividendes à l'État japonais. On rappelle qu'elle détenait à un moment au plus haut plus de 20%, 25% de la bourse japonaise. C'est incroyable. C'est la théorie de Jean-Marc Daniel. Absolument. En tout cas, c'est une grosse réserve. Il faut que vous gagnez votre vie en investissant dans le travail des autres à l'étranger. Allez, le top 3 pour les gérants. Vous avez bien fait de venir, Sébastien Corchia. Vous êtes en tête avec 9,4%. Devant Léa Dunant-Châtelet et devant Céline Picmal-Prade. Alors bon, là, il fanfaronne parce qu'il est premier, mais on va lui mettre un peu la pression. Mettez-moi cette musique qui va lui faire peur. Donc, Sébastien Corchia, on va reprendre votre portefeuille. Oui. Vous avez du Bureau Veritas. Je garde. Vous avez du Fortum. Alors, je vends parce que toutes les utilities sont un petit peu chères, et celle-ci en particulier, donc on en profite pour prendre nos bénéfices. Vous avez du Dermapharm. C'est une valeur allemande que je vais arbitrer, je vends parce qu'elle devrait être plus haut, mais visiblement le marché ne valide pas, donc on va sortir. Alors, vous allez nous expliquer 2 cartons depuis le début de l'année, Valourec et Rémi Cointreau. Alors, Valourec, ça monte beaucoup, mais comme toutes les valeurs de parapétrolières actuellement, le marché préfère les parapétrolières avec tous les investissements peut-être qu'il y a à faire, et pas uniquement, on n'utilise pas que ces tubes pour faire du pétrole. Okay. Et Rémi Cointreau. Et Rémi Cointreau, c'est un peu la récompense de l'attente et de la baisse de l'année dernière, et aussi cet arbitrage que fait le marché vers des choses qui sont défensives, tangibles et pas concurrencées par l'IA. Donc on garde ? On garde. Et ERG ? Alors, ERG, je l'avais acheté la dernière fois, oui. C'est une petite utilities italienne qu'on garde. Ça. Qu'est-ce qu'on achète ? Alors, on achète du défensif, on achète de l'allemand, on achète du Deutsche Telekom, parce que vous avez vu, tous les télécoms sont cherchés. Celle-ci, elle avait eu pris de l'avance l'année dernière, elle a pris un peu de retard cette année, elle est aussi investie sur les États-Unis, donc on va acheter Deutsche Telekom. On va acheter de l'immobilier. Alors, il y a pas mal d'immobilier qui repart, et l'immobilier allemand, Vonovia, 5% de rendement. Et puis, on va se faire un ticket de loterie, on va s'acheter Française des Jeux, qui a perdu 50% en 5 ans, qui vient de publier des... Pourquoi ça a perdu ? Pourquoi ça a perdu ? Disruption avec les jeux en ligne, où ils étaient peut-être mal positionnés, peur du marché parce que peut-être aussi l'IA, la fiscalité, tout un tas de choses, valeurs qui n'étaient pas dans le scope des marchés. Et puis là, on cherche du défensif. Au cours actuel, vous avez 9% de rendement qui n'est pas remis en cause. Ça se paye 9 de PE, et la publication qui était hier était bonne. Donc c'est peut-être était bonne. Ils avaient quand même des... En tout cas, elle montre que c'est fini. Il y avait un impact fiscal sur les résultats quand même. Oui, d'accord, mais le plus dur est passé. 10% de hausse hier, on peut jouer un petit rattrapage dans un marché qui n'a pas de visibilité. Très bien. Voilà. Virginie Robert, on va lui faire peur. Vous avez peur, Virginie, ou pas ? Non. Bon, ça va. Alors, vous avez du Amazon. Oui. On garde. Vous avez du CrowdStrike. Moi, je garde tout. Oui, CrowdStrike, on garde. On a du Meta. On garde. On a du Dolby. Oui. L3 Harris. Oui. Ralph Lauren. Oui. Vous devriez conseiller à Emmanuel Le Chypre. Starbucks. on a du Apple. On garde. On peut s'y arriver un peu, non ? Non mais, quand on voit les goûts vestimentaires que recommande Virginie... Ah non, ça y est. Ah ouais, Lululemon, présenté comme une entreprise à la pointe de la mode, de vêtements de sport, etc. Quand je suis rentré dans la boutique, J'imagine, je me suis Nicolas. trompé, je suis chez Damar. Je me suis dit, je suis chez Damar. Où sont les... Allez, on y va. Emmanuel testé le fameux legging Lulu. Omet Aerospace. Vous parlerez de ça dans le couloir. Omet Aerospace. Omet, oui, bien sûr. Uber, on garde. Oui. Ils se font un peu défoncer là. Uber, oui, Ouais, mais ça va aller. Gildan ou Gildan, Gildan. Sony, Rolls-Royce Ouais. et Walt Disney. Qu'est-ce qu'on achète ? On va acheter Netflix. Ah ouais ? Ouais. Marrant, Voilà. ça. Bah oui. Qu'est-ce qui vous Parce motive que là-dedans
n'arrêtez pas de nous dire que vous regardez Netflix. Non, mais moi, je suis un c'est maniaque. pas, bah si, c'est un bon indicateur avancé. Non, Netflix, alors le marché le voit toujours comme un espèce de studio média. Ouais. Et en fait, il y a un vrai changement dans le levier opérationnel de Netflix qui a bien été démontré. J'imagine, Emmanuel, excusez-moi. Oui, ça y est, avec le Lulu. En legging loulou. Regardez. Ça a mis du temps. Excusez-moi. Ça a mis du temps. Excusez-moi. En regardant Netflix avec son petit Rémi Quadro. Excusez-moi. Pardon. Bon, allez. Netflix. On va y arriver. Bon, Netflix. Donc, il y a un meilleur levier opérationnel aujourd'hui parce qu'il y a une croissance des résultats d'ailleurs en 2025 qui était mais ils doivent pas investir de plus en plus dans les contenus. Parce que monétisation... Je viens. Oui. Monétisation, pricing power, ils font payer. Donc l'utilisateur, maintenant, il paye plus. Bon. Maintenant, il y a beaucoup de bruit, évidemment, autour du dossier M&A Warner Bros. Contre Paramount. Et donc, là, le titre, moins 20 depuis le début de l'année, parce qu'on ne sait pas, on manque de visibilité. Et Netflix a dit qu'ils allaient mettre 83 milliards sur la table. Et évidemment, le marché dit qu'il y a un risque de surenchérissement et réglementaire. Bon, mais je pense que là, ça y est, on commence à $77. Bah, c'est intéressant de la considérer parce que... ils vont y arriver à avoir... Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. Paramount a l'air de rentrer dans la course. Ils ont à nouveau 8 jours de débat et de réponse. Et une grosse pression politique pour que ce soit Paramount. Aussi, mais moi, je pense qu'il ne faut pas oublier l'histoire fondamentale en sous-jacent. Et je trouve qu'à ces prix-là, ça commence à être attractif. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. Emmanuel, vous avez qui à la librairie de l'Écho ? Eh bien, écoutez, un invité extraordinaire. C'est un économiste qui s'appelle Paul Seabright, qui travaille à l'Université de Toulouse, qui vient de sortir un livre absolument extraordinaire sur la thématique économie et religion. Fantastique. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous réécouter, nous revoir en replay et en podcast sur toutes les bonnes plateformes. C'est votre argent sur BFM Business.